conférence à l'occasion du Giving Tuesday sur comment donner pendant la crise. Donc, on est aujourd'hui avec Thomas Château, qui est le vice-président d'UNICEF Nord. Et donc, avec Sophie Marle également, que je vais laisser se présenter tout à l'heure. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive. Et puis, on va commencer. Il a de la barbe. Pas du tout, ça. Ok, très bien. Du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle pas Alexis Denis. Je suis coprésident de l'association Enactus ISA Lille. Et du coup, je vais te laisser Amélie te présenter. Je vais animer pendant une partie cette conférence. Merci. Moi, c'est Amélie de Villard et je suis en deuxième année et au pôle événementiel du Bureau de l'Humanitaire à Lille. Très bien. Et du coup, je vais vous laisser Thomas Château. Tout d'abord, vous présenter. Puis après, on va passer à Sophie Marle, vous présenter rapidement. Pardon. Oui, bonjour. Donc, Thomas Château, moi, je suis vice-président d'UNICEF Nord-de-France, donc c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais. Très bien. Je pense qu'on parlera de l'association après. Donc, voilà. Bien sûr, bien entendu. Sophie, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord en quelques mots? Oui, bonjour. Alors, je suis Sophie Marre, je suis chargée de projet à l'unité locale de Lille pour la Croix-Rouge française dans le Nord. D'accord, très bien. Et merci beaucoup. Et je crois que Marine Messina vient de nous rejoindre. Donc là... Oui, tout à fait. Moi, je m'appelle Marine Messina et je coordonne les actions de Sing à Lille, du coup à Lille et dans les Hauts-de-France. Donc, ravie de participer avec vous. Merci beaucoup. Donc, cette conférence va être sous forme interactive, c'est-à-dire que vous allez avoir à disposition un WooClap pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit à nos intervenants. Et donc, vous allez pouvoir... donc, je te laisse partager ton écran. Le lien va être mis dans le chat Zoom, donc vous pouvez cliquer dessus et poser donc toutes les questions qui vous passent par la tête pendant cette conférence, et on se fera un plaisir d'y répondre de manière la plus claire possible. Maintenant, parfait, il y a le WooClap. Donc maintenant, n'hésitez vraiment pas tout au long de la conférence, on va essayer de faire ça de la manière la plus interactive possible. Maintenant, je vais laisser donc, les intervenants. Donc, tout d'abord, si vous voulez, Monsieur donc Thomas Château, peut-être rentrer plus dans le détail sur ce que vous faites vraiment à l'occasion de ce Giving Tuesday avec UNICEF et même en général pendant l'année. Quel est votre rôle? Est-ce que je peux partager l'écran? Bien sûr. Présenter rapidement, mais c'est pas très galant de me faire intervenir en premier, mais désolé mesdames. Alors, on va essayer. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, pas encore. Vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Non, malheureusement, on ne voit pas. Pas encore. Alors. Et... Ah, voilà, ok. Parfait. L'habitude de Zoom, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. J'ai essayé d'être très synthétique pour présenter quand même ce qu'est l'UNICEF. UNICEF a été créé en 1946. À la base, ce que les gens ne savent pas, c'était pour aider en premier lieu les enfants européens. UNICEF intervient partout où il y a grande urgence. Juste pour vous donner un exemple, il y a 3 ans, il y a eu un cyclone dans les Antilles françaises. L'UNICEF a proposé son aide à M. Macron. M. Macron a dit non, l'UNICEF a d'autres choses plus urgentes à gérer. Alors, l'UNICEF dépend de l'ONU, donc consacré à l'amélioration et à la promotion des conditions. Déjà à New York, 3,5 milliards de dollars de budget annuel. Je vais aller très vite.
Il y a Oui, pas de ce que j'ai retenu en arrivant à l'UNICEF, c'est 17 000 vies d'enfants sauvées par jour dans le monde. Millions de vies sauvées par an. Bon, j'y viendrai après. Plus d'un enfant sur deux est vacciné par l'UNICEF. En 20 ans, en gros, on est passé de 2 enfants qui n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a encore 1 sur 10, alors que vous prenez un pays comme la France, les enfants vont à l'école. Et en 20 ans, le nombre d'enfants et d'adolescents qui travaillent a diminué de près d'un tiers. Malgré tout ça, 258 millions d'enfants fantômes ne prennent pas le chemin des classes, pardon. Un quart des tout petits présentent un retard de croissance. 230 millions d'enfants fantômes, c'est-à-dire des enfants. 150 millions d'enfants qui travaillent encore. 12 millions de mariages forcés chaque année dans le monde. Alors surtout en Asie d'ailleurs. Juste un exemple, en Afrique subsaharienne, ça je vous parle à vous, mesdames, les petites filles, dès qu'elles naissent, on leur met un petit bracelet autour du poignet. Et en fait, c'est un bracelet de fiançailles. Leur mari peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. Dès qu'elles naissent, elles sont déjà fiancées. Ça, c'est aussi une des missions de l'UNICEF de lutter contre ce type de pratique. 250 000 enfants soldats, 40% de filles encore. Je vais être cru, mais on est en 2020 et ça existe toujours. Aujourd'hui, comment les militaires recrutent les enfants soldats? Ils vont dans les familles, ils réunissent les parents, les enfants, ils donnent une arme à l'enfant et lui demandent de tuer ses parents. En général, évidemment, les parents supplient l'enfant de le faire parce qu'ils savent très bien que si l'enfant ne tue pas ses parents. Ah, on est en 2020, ça existe toujours. Donc les grandes missions de l'UNICEF, l'éducation, égalité, égalité filles-garçons, évidemment, la nutrition, la vaccination, etc. On vous entend assez mal, Thomas. Je ne sais pas si, Ouais, je pense si que vous avez peut-être que si vous avez des écouteurs ou quelque chose, ce sera mieux. Non, 10 secondes, je vais essayer de trouver des écouteurs. Ok, parfait. Désolé. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air mieux, en tout cas, à première vue. Moi, je vous entends mieux. Donc, prévention contre le sida également. Et très vite. Hein. L'eau potable. La notion d'eau potable pour l'UNICEF, ça vous paraît débile, mais c'est un robinet à moins de 2 km de la maison. Un habitant sur 10 sur la planète qui est obligé de faire plus de 2 km pour aller chercher de l'eau potable. Bon, j'en ai parlé. Hein. Tout ce qui est enfants soldats, travail forcé, mariage, violence sexuelle, etc. Et tout ce qui est urgence, intervention. Carte très rapide. En rouge, vous avez les comités nationaux de la France. Excusez-moi, on a encore un peu de mal à vous entendre. Peut-être que Ouais. vous pourrez rapprocher votre micro de votre bouche. Excusez-moi. Alors, bénévole à l'UNICEF, nous, on a 2 grandes missions. Évidemment, un, à récolter des fonds, et 2, faire des sensibilisations et d'aller parler des droits des enfants dans les établissements scolaires, les centres sociaux, etc. Organiser des manifestations, etc. L'UNICEF n'envoie jamais d'argent. Dans les différents pays, on envoie ce qu'on appelle des happy box. Celle de droite, c'est pour 179 euros. C'est l'école pendant un an et 40 élèves. Et 20 euros l'UNICEF, c'est 200. Des sachets, des cordes à sauter, des ballons, etc. À Facebook, UNICEF France. L'UNICEF a besoin de parrains pour se faire connaître. Donc en haut, c'était Diriner. Bon, Jennifer, vous connaissez, Soprano. United, qui chaque année font un album et reversent 1,5 million d'euros à l'UNICEF. Pourquoi j'ai choisi l'UNICEF? Alors c'est tout bête. Je faisais des pôles UNICEF.
Et puis, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le ratio de l'UNICEF. En fait, on donnait 100 € à l'UNICEF, il y a 4. Ouais, on vous entend vraiment plus très bien, Thomas. Après, je pense que voilà, c'était assez compréhensible grâce au PowerPoint. Je crois que vous étiez arrivé à peu près au terme de votre Oui, j'avais présentation. fini. C'est vraiment très, très court. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Malgré les petits problèmes sonores, on a quand même pu comprendre, je pense, grâce au visuel, notamment. Juste pour donner les derniers grands chiffres. En gros, nous, sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est 250 bénévoles avec 62% de moins de 26 ans. On vient 15 ans en arrière, l'UNICEF, c'était que des retraités. Maintenant, on a ouvert largement bénévoles sur le Nord-Pas-de-Calais. On vient de créer une antenne des jeunes de moins de 26 ans sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc, en plus, j'ai vu qu'il y avait Manon qui était là, Manon Bossin. Parce qu'en fait, on avait des clubs UNICEF dans chaque université, enfin, ou dans chaque école, et il n'y avait pas de lien entre tous ces jeunes. Donc, on a créé un bureau, dont Manon fait partie d'ailleurs, pour créer vraiment du lien, parce que des fois, on avait des jeunes qui se retrouvaient tout seuls dans leur école. Dernier chiffre, en gros, nous, Nord-Pas-de-Calais, on récolte à peu près 100 000 € en direct chaque année. Par contre, à Paris, c'est 3 200 000 € récoltés. En fait, plus on se montre, plus on parle de nous. C'est pareil, quand on fait des interventions dans les écoles, c'est gratuit, évidemment. Après, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le nombre de parents qui vont donner, les enfants qui racontent à leurs parents, etc. Voilà, j'ai essayé d'être très, très synthétique. Après, je pense, comme si vous avez écouté l'actualité, comme beaucoup d'associations, en faisant beaucoup moins de manifestations cette année, on récolte plus d'argent. Je pense que les Français, depuis cette crise du Covid, sont plus généreux que d'habitude. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour beaucoup d'associations. Je ne sais pas si mes 12 autres collègues confirmeront ce chiffre, mais nous, on a plus 18% à fin novembre. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Très bien. C'était très clair. Du coup, maintenant, on va passer à peut-être Sophie Mar, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu son rôle et le rôle de la Croix-Rouge à l'occasion du coup de ce Giving Tuesday, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu plus en profondeur les missions de la Croix-Rouge. Oui, avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis chargée de projet à l'unité locale de Lille pour la Croix-Rouge française dans le Nord. Alors la Croix-Rouge, le mouvement Croix-Rouge, en tout cas, il a été créé en 1864, donc on est pas mal vieux quand même. Suite à la bataille de Solferino, notre créateur Henri Dunant décide de créer le mouvement Croix-Rouge pour répondre aux souffrances d'abord des soldats qui sont tombés durant la bataille de Solferino. Par la suite, ça va prendre une énorme ampleur. Donc d'abord, c'est des missions de secours aux soldats blessés. Et puis une fois que la guerre est terminée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête là et on reste en veille? On a décidé de continuer. Et donc depuis 1864, la Croix-Rouge répond à toutes les souffrances et au public les plus précaires. Au fil des ans, en fait, on a de nouvelles précarités qui apparaissent. Et donc, la réponse de la Croix-Rouge, c'est de répondre et d'apporter une expertise et des solutions là où d'autres associations n'auront pas de réponse ou auront des difficultés à y répondre. Pour l'unité locale de Lille, donc je vais un peu prêcher pour ma paroisse, les missions sont assez larges. Ça passe de l'action sociale, c'est-à-dire l'aide alimentaire et l'aide vestimentaire, parce qu'effectivement, on est en 2020 et il y a encore des familles qui n'arrivent pas à s'alimenter ou à se vêtir. On a encore beaucoup de personnes qui sont sans domicile fixe ou alors ayant des personnes qui luttent pour survivre, clairement. Par exemple, à l'unité locale, nous accueillons par mois 300 familles, donc 300 foyers, et ça équivaut à peu près à 1500 personnes accompagnées alimentairement par mois, ce qui est énorme.
Pour l'aide vestimentaire, c'est pareil. On a aussi la domiciliation postale. Notre objectif, c'est d'offrir une adresse postale. En fait, on donne notre adresse postale à des personnes qui n'en ont pas. Sachez qu'en France, si vous n'avez pas d'adresse postale, vous n'arrivez pas à à accéder, à avoir un compte en banque, à accéder à Pôle emploi, à accéder à la sécurité sociale, juste sans une adresse. Donc, en fait, nous, on donne l'adresse de l'unité locale au 10 Place Guy de Dampierre. On va recevoir le courrier de ces personnes-là. Et puis, ces personnes vont pouvoir commencer les démarches administratives pour avancer dans leur vie. Nous avons aussi l'aide administrative où là, on va aider les personnes qui n'arrivent pas à écrire, qui n'arrivent pas à lire, à remplir leur fiche d'impôt, à remplir une lettre de motivation, à les entraîner à faire des entretiens d'embauche. Parce que pareil, ne pas avoir d'emploi, c'est un premier pas vers la précarité. Donc, on essaie d'accompagner au mieux les personnes pour sortir de cette précarité. Nous avons aussi le rétablissement des liens familiaux pour les familles qui ont été séparées sur le chemin migratoire. On a de plus en plus de personnes qui s'engagent sur ce chemin migratoire pour cause de conflits armés ou alors juste par cause environnementale. Et donc, nous, notre objectif, c'est de réunir ou de maintenir le lien de ces familles qui ont été séparées sur le chemin, soit à cause d'un passeur pas très bien sympa qui a séparé les familles ou pour diverses causes. Notre objectif, c'est vraiment de mener une enquête pour savoir où ces personnes disparues ont terminé. Et le maintien, c'est d'essayer de proposer des points phones, donc de proposer des téléphones ou d'écrire des lettres pour maintenir le lien une fois que les personnes sont retrouvées. On a aussi le soutien scolaire pour les enfants de 6 à 10 ans qui ont des difficultés à faire leurs devoirs. On va leur proposer des séances toutes les 2 semaines, enfin tous les 2 jours par semaine, pardon, pour les aider à faire leurs devoirs et puis leur proposer aussi des sorties culturelles. Alors là, avec le Covid, c'est un peu complexe, mais en temps normal, on leur propose des sorties pour qu'on puisse aussi les emmener au cinéma et au musée, aux zoos, etc. Et puis, on a aussi le français langue étrangère où là, ce sera plus pour les adultes où on leur propose des cours de français. Donc voilà déjà pour l'action sociale qui est une grosse action de la Croix-Rouge française. L'unité locale de Lille ne propose pas de maraude, mais effectivement, il y a aussi des maraudes qui sont proposées pour les autres régions, là où certaines associations n'en proposent pas. On a aussi le secourisme, alors très bien connu, je ne m'attarde pas dessus, je pense que vous nous avez généralement croisés sous des tentes Croix-Rouge à la fête de la musique ou à la braderie quand ça allait pas trop. Donc le secourisme, c'est aussi avoir une réponse et là nos secouristes sont engagés depuis mars dernier. C'est aussi répondre à l'urgence, répondre aux catastrophes. On est en train de vivre une catastrophe. L'objectif en fait de la Croix-Rouge, c'est de pouvoir soutenir aussi la population, c'est-à-dire que quand il y a une inondation, on va monter par exemple une mission coup de main, coup de cœur où nos bénévoles vont vous aider à nettoyer vos maisons et à essayer de les remettre en ordre. Là, durant le Covid, on monte des actions de prélèvement, d'aide à la population qui est confinée chez elle. Pendant le premier confinement, on avait fait des livraisons solidaires pour toutes les personnes qui avaient besoin de denrées alimentaires. Donc, nos bénévoles étaient sur la route de 10h jusqu'à 20h à livrer des colis alimentaires. Donc, c'est ça aussi, répondre à l'urgence. Et puis, on a aussi tout le pan de l'offre éducative. Donc, on va aller dans les écoles pour enseigner les gestes de premier secours aux enfants, mais aussi aux adultes. On dispense des formations PSC1. Maintenant, on dispense aussi des formations gestes barrières. Donc, plus il y a de nouvelles choses dans la société, plus la Croix-Rouge essaie d'y répondre. Donc voilà, toutes nos actions, on a encore bien plus d'actions. Il faut savoir que la Croix-Rouge française propose 190 missions, donc il y a de la place pour tout le monde. Durant le Covid, on a souffert, hein, je pense comme tout le monde et comme toutes les associations. On a déployé des nouvelles missions, donc notamment les livraisons solidaires pour les personnes qui sont confinées chez elles. Le Covid a révélé aussi de nouveaux profils de précarité, que ce soit les étudiants. Donc maintenant, on fait aussi des distributions pour les étudiants qui n'arrivent pas à s'alimenter.
Durant toute la première période du premier confinement jusqu'à l'été, on a fait des distributions alimentaires. Donc, on avait des centaines d'étudiants qui venaient sur une après-midi et en fait, on faisait des distributions alimentaires à la chaîne pour pouvoir répondre à cette précarité alimentaire très forte chez le public des étudiants. On a les livraisons solidaires qui ont été créées dès mars. Et puis, on a aussi maintenant l'inclusion numérique, c'est-à-dire qu'on travaille avec Emmaüs Connect parce qu'on a les enfants du soutien scolaire qu'on ne peut plus accueillir dans notre unité locale. La question, c'était est-ce qu'on les laissait tout seuls ou est-ce qu'on développe une nouvelle action? On a choisi la nouvelle action. Et donc, on a fait des dons d'ordinateurs et de clés 4G aux familles que l'on suit. Comme ça, on a nos bénévoles qui font un Skype tous les 2 fois par semaine avec ces enfants pour qu'on puisse continuer à maintenir le lien et qu'on puisse continuer à les aider dans leur avancée scolaire. Donc voilà, c'est plein de création d'activités à chaque fois. Et puis le bonus, c'est que l'unité locale fête ses 150 ans de présence dans le Nord. Donc on va organiser une grande exposition au mois de janvier pour retracer un peu l'histoire de la Croix-Rouge dans le Nord. Et puis, on organisera aussi un grand gala avec le Nouveau Siècle et Simon Fache. L'objectif, c'est aussi d'obtenir des dons. On a créé une cagnotte en ligne pour soutenir l'unité locale de Lille, car sans don, il n'y a pas d'action. Effectivement, les gens sont assez généreux en ce moment parce qu'on a été très présents, je pense aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de dons, il y a des possibilités de dons. Il faut qu'on continue à faire les dons parce que effectivement, en fait, tous les colis alimentaires, par exemple, qu'on propose aux familles qu'on accompagne, c'est l'unité locale qui fait ses courses avec un partenaire et après on redistribue gratuitement ou alors à très bas prix à nos bénéficiaires. Et donc pour qu'on puisse continuer à faire ces distributions alimentaires, il faut qu'on puisse financer tout ça. Donc oui, le Covid nous a bien impacté. D'un point de vue positif, oui, et aussi négativement, malheureusement. Mais on continue à être présent pour répondre aux besoins le plus possible. Voilà. Je pense que j'ai pu bien expliquer nos actions. J'attends vos questions pour y répondre un petit peu plus si vous en avez. Et voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation de toutes ces actions qui sont produites. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous donner la parole à vous, Marine, avant de passer aux questions qui ont pu être déjà posées sur vos présentations. Je vais vous passer la parole à vous, Marine, pour un petit peu expliquer vraiment quelles sont vos missions, qu'est-ce que vous faites exactement. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter Singa assez succinctement, du coup, quand même. Nous, on est une association beaucoup plus jeune que mes acolytes de la Croix-Rouge ou de l'UNICEF parce qu'on est né en 2011. C'est né à la base de 3 personnes qui travaillaient à l'Organisation mondiale des Nations Unies et qui, en fait, trouvaient qu'il y avait énormément de décalage entre ce qu'elles faisaient au quotidien, qui était un travail assez bureaucratique, et les besoins qu'elles rencontraient vraiment sur le terrain. Du coup, elles se sont dit qu'il était important de créer une organisation un peu plus citoyenne et un peu plus connectée aux réalités terrain qu'on peut croiser tous les jours. En fait, l'idée, le cœur d'activité de Singa, c'est vraiment de créer du lien social entre des nouveaux arrivants et des citoyens locaux. Ce qu'on entend par nouveaux arrivants, ça peut être des personnes réfugiées, ça peut être des demandeurs d'asile, ou ça peut être tout simplement des personnes qui viennent de s'installer sur un territoire et qui ne le connaissent pas. Ça peut être le cas d'étudiants qui déménagent, par exemple, et qui arrivent sur un territoire qu'ils ne connaissent pas du tout. Et en fait, quand vous arrivez quelque part sans aucun lien, parfois sans parler la langue, on part du principe que c'est très difficile de connecter avec des locaux. En fait, Singa a été créé pour répondre à la désarmante question qui est comment on fait pour se faire des amis en France? C'est quoi les codes? Nous, on part du principe qu'en fait, avoir un lien social important, c'est presque aussi important que de l'aide alimentaire. Ça fait partie des besoins vitaux pour pouvoir se construire et pour pouvoir s'intégrer durablement sur un territoire. Du coup, on est parti de ce principe simple qui est que quand on est une personne nouvelle arrivante en France, on manque de capital social. Et c'est tout ce capital social-là qu'on essaye de recréer avec Singa. On s'est basé sur une étude du Haut Commissariat aux réfugiés qui précise qu'en France, en 2020, parmi les personnes réfugiées, seulement 12% d'entre eux ont un contact quotidien avec un Français. Et par contact quotidien, on entend un contact où ils ne sont pas payés pour avoir une discussion. Par exemple, si une personne réfugiée parle avec le boulanger, ça ne marche pas parce qu'elle va lui acheter quelque chose. Donc en fait, c'est un chiffre qui nous a énormément interpellés.
Ça veut dire qu'en moyenne, une personne réfugiée sur 10 va avoir un contact quotidien avec un Français. Vraiment, ça permet de se poser pas mal de questions sur nos systèmes d'intégration aussi et peut-être les lacunes qu'on présente. Pour répondre à ce besoin-là, du coup, ce besoin de recréer tout un capital social autour des personnes nouvelles arrivantes en France pour qu'elles puissent bien s'intégrer, avec Singa, on travaille sur 3 pôles que je vous présente hyper rapidement. Le premier pôle s'appelle communauté. L'idée de la communauté, c'est tout simplement vous partagez des loisirs ou des centres d'intérêt communs. Vous venez à Singa, vous venez vous en tant que personne, par exemple vous êtes passionné de sport ou de cuisine, et on va réaliser ensemble des activités entre des locaux et des nouveaux arrivants sur cette même activité-là. Donc l'idée c'est que par exemple vous venez à une activité cuisine tous les lundis soirs, vous échangez, vous allez cuisiner ensemble, mais à travers ce moment de cuisine, vous allez aussi rencontrer des personnes différentes que vous n'aurez pas forcément côtoyées dans votre cercle proche. Et puis, il y a peut-être des affinités qui vont se créer. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que peut-être vous adorez le sport et vous allez proposer à la personne nouvelle arrivante que vous venez de rencontrer d'aller faire une session sport avec elle le week-end. Et petit à petit, c'est comme ça qu'en fait, les liens citoyens durables se créent. Donc ça, c'est la première chose qu'on propose. Toutes les personnes qui veulent lancer des activités sont évidemment les bienvenues pour venir les lancer dans l'activité. Il n'y a aucun critère, que ce soit en termes de disponibilité, de statut, d'âge. Tout le monde est le bienvenu pour proposer ce qui lui plaît. Ensuite, on travaille sur une deuxième activité qui s'appelle l'accueil. Là, l'idée, c'est de pouvoir proposer à une personne réfugiée d'être accueillie chez un habitant local pour une durée de 3 à 12 mois. C'est un programme qui est entièrement gratuit pour les personnes réfugiées. Et l'idée, c'est que vous allez avoir un lit à disposition pendant cette durée établie, par exemple 6 mois. Mais en fait, vous allez partager bien plus qu'une chambre avec la famille d'accueil avec qui vous serez, parce que vous allez partager des repas ensemble et surtout, vous allez beaucoup échanger. Vous allez comprendre un petit peu tous les codes socioculturels à la française qu'il est parfois très difficile de comprendre de l'extérieur. Vous allez faire des activités ensemble le week-end. Vous allez pratiquer votre français. Bon, c'est toutes ces petites choses-là qui permettent en fait de garantir une intégration pérenne. Et enfin, la dernière chose qu'on propose, c'est le programme entrepreneuriat. Donc là, on a un incubateur qui permet d'intégrer des porteurs de projets, réfugiés et locaux. Et du coup, on les accompagne à partir du moment où ils ont une idée entrepreneuriale, ils veulent lancer leur activité jusqu'à la concrétisation de leur activité. On est parti d'un principe assez simple qui était qu'il y avait énormément de nouveaux arrivants et de personnes réfugiées en France et à Lille qui étaient ingénieurs ou qui étaient médecins dans leur pays d'origine ou alors qui avaient des entreprises à succès et qui nous disaient voilà, moi j'ai une super idée, j'aimerais pouvoir lancer mon entreprise en France, sauf que mon conseiller Pôle emploi, il ne me comprend pas trop, les instances sont un peu larguées ici et du coup, tout ce qu'on me propose, c'est d'être vendeur à McDo ou à H&M. Et c'est des métiers très honorables, sauf qu'en fait, nous, on part du principe qu'on travaille avec des gens à fort potentiel et qui peuvent apporter énormément à leur société d'accueil. Donc, on essaie de les accompagner dans la réalisation de ces projets-là. C'est également possible de s'impliquer sur ce projet-là, par exemple, quand vous êtes étudiant, parce que vous pouvez être mentor ou accompagnateur d'une personne réfugiée qui lance son entreprise ou son association, quel que soit son projet à impact. Vous pouvez aussi, en tant qu'étudiant, postuler à l'incubateur de Singa pour développer un projet. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est un petit peu les trois activités qu'on mène. Et si vous avez des questions après sur comment est-ce qu'on peut s'engager, vous êtes voilà, on est à votre écoute. Justement, on a pas mal de questions qui sont arrivées d'un peu toutes vos présentations. Donc, je vais commencer par vous, Thomas. Une question qui est un petit peu revenue, c'est comment faire si on veut rejoindre l'UNICEF et est-ce que l'UNICEF peut proposer, par exemple, des stages pour de jeunes étudiants? Alors, pour déjà adhérer, c'est très simple. Maintenant, l'adhésion se fait en ligne. C'est sur le site MyUnicef, donc MY plus loin UNICEF. Après, chez nous, il y a un principe très important, c'est que chaque bénévole s'engage en fonction de ses envies et de ses disponibilités. C'est-à-dire qu'on a des bénévoles très actifs, il y a des bénévoles qui vont donner ne serait-ce que 2-3 heures d'aide par an, peu importe. L'objectif, c'est pas de contraindre pour nos bénévoles. Stagiaires, honnêtement, on n'a pas. Enfin, et puis moi, je suis vice-président et comme mon président et comme tous les membres, on est tous bénévoles, je précise. Moi, dans ma vie à côté, je suis directeur commercial. Je fais ça en plus de mon travail. Le message que j'ai envie de vous dire et ce que j'adore dans votre génération, c'est que vous êtes une génération qui s'engage beaucoup plus. Alors que ce soit chez Singa, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit l'UNICEF ou Resto du Cœur, engagez-vous et que notre monde demain soit bien plus bienveillant. Nous, on a un mot d'ordre à l'UNICEF et je pense que mes collègues, c'est pareil, la bienveillance. On en a vraiment besoin dans ce monde.
C'est le message fort que je voulais vous passer, c'est aidez-nous à faire changer ce monde, quoi. Merci beaucoup pour ce message. Et puis non, pour revenir aux stagiaires, non, enfin, clairement, et puis à la rigueur, les stages, ce serait éventuellement à Paris. Après, ce que je dis toujours, c'est qu'UNICEF est une machine de guerre. Moi, je suis bénévole en France, je ne vais pas aller en Afrique ou en Asie, quoi. Ça coûterait trop cher, on travaille avec les gens sur place, très clairement. Après, pour rejoindre Marine, parce que moi, je suis très sollicité, parce qu'à la base, en plus, je suis président du Pas-de-Calais et maintenant, je suis vice-président du Nord-Pas-de-Calais. J'ai beaucoup de bénévoles qui m'interpellent sur les migrants à Calais. Alors, il existe plein d'associations extraordinaires, il y a plein de belles associations. Il est hors de question d'aller marcher sur leur plate-bande. On avait un projet magnifique qui, malheureusement, avec le Covid, est tombé à l'eau, c'est d'aller dans les écoles du Calaisis pour... en plus, on a des bénévoles migrants et expliquer aux gamins qui sont vraiment les migrants. Nous, Manon le connaît, on a un bénévole qui s'appelle Sangaré, qui est depuis 3 ans et demi chez nous. C'est un enfant apatride qui a été enfant soldat. Donc, il a, en gros, enfant soldat, il faisait la guerre la journée et la nuit, il était emprisonné. Boisson et alimentation de la drogue. Il a fait 7 tentatives d'évasion, donc il a perdu un œil, il a des brûlures partout. Il a réussi enfin à s'enfuir, il a mis 7 ans à rejoindre la France. Chaque pays d'Afrique qu'il a traversé, en fait, il a refait la guerre, il a été vendu comme esclave et tout, parce que oui, l'esclavagisme existe toujours aujourd'hui, il faut le savoir. Et quand il vient dans les écoles avec nous, la première chose qu'il dit aux enfants, c'est « vous avez la chance d'aller à l'école ». Ça, je trouve le message, il est extraordinaire. Il dit « moi, j'ai pas eu d'enfance, moi, j'ai fait la guerre ». On a même eu, pour vous donner un exemple, une enseignante qui avait fait un travail sur les enfants soldats et elle avait encore 5 garçons qui trouvaient ça extraordinaire de faire la guerre. Donc, il est venu expliquer son parcours. Alors, il a même fait pleurer ces petits garçons, mais la réalité, elle est là. Hein. On n'est pas dans un jeu vidéo. Hein. On n'a pas 50 000 vies, quoi. Et donc, on a toujours ce projet à Calais. On a contacté les associations qui s'occupent des migrants. Et c'est vrai qu'UNICEF, à l'origine, on est intervenu après la guerre et on commence à réfléchir à des nouvelles interventions. Par exemple, l'année dernière, on a fait une pétition contre le préfet de Moselle, parce qu'en Moselle, le préfet a mis des enfants migrants en prison. Or, la France a signé la Convention internationale du droit des enfants et n'a pas le droit de mettre des enfants en prison. Si vous ne voyez pas le traumatisme pour les enfants d'aller en prison. Donc, il y a plein de beaux projets. Et puis, comme je me répète, hein, on n'est absolument pas en compétition tous. Il y a plein de belles associations. Mais le message que je voulais vous passer, engagez-vous. Et aussi, vous voyez, moi, j'ai passé ma journée à faire des entretiens d'embauche avec c'était des étudiants d'HEI en dernière année. Moi, en tant que recruteur, ce que je regarde aujourd'hui, ce n'est pas le diplôme. Le diplôme, tout le monde l'a. C'est ce que vous faites à côté. Moi, ça fait 20 ans que je fais du recrutement. La première chose que je regarde, c'est qu'est-ce qu'ils font au niveau associatif, qu'est-ce qu'ils font pour les autres et tout ça. Ça m'intéresse plus que le diplôme. Diplôme, ce n'est qu'une passerelle. Alors là, c'est plus le professionnel qui vous parle, mais c'est hyper important. Voilà. D'accord, merci. Très, très beau message du coup sur l'engagement. L'engagement étudiant, d'ailleurs, on avait prévu d'y venir juste après sur les manières différentes de s'engager. Il n'y a aucun souci. C'est bien justement que vous abordiez le sujet. Il n'y a aucun souci. On prévoyait d'aborder le sujet. Ensuite, une question rapide pour vous, Sophie. Comment pouvons-nous aider la Croix-Rouge en cette période de fête? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont menées liées par exemple à Noël? Alors, le souci, c'est que d'habitude, on organise un grand goûter pour les enfants qu'on accompagne et nos bénéficiaires. Vous doutez bien qu'avec le Covid, c'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va distribuer des cadeaux de fête de fin d'année aux enfants du soutien scolaire. Donc, on a nos services civiques qui vont faire les livraisons de cadeaux à domicile pour les 12 enfants qu'on accompagne. Et puis, pour les autres familles avec les enfants... avec les enfants qu'on accompagne, on a la Voix du Nord qui a un partenariat avec nous depuis pas mal de temps, qui offre des cadeaux aux enfants et que nous, on redistribue simplement. Et sinon, l'unité locale de Lille a décidé d'acheter des cadeaux
pour pouvoir faire la distribution. Donc à ce niveau, on a la distribution de cadeaux qu'on fait en même temps que la distribution alimentaire. Sur ce côté-là, on s'en sort bien, ça ira. Par contre, on a ouvert un centre d'hébergement d'urgence pour les familles exilées qui étaient sur le littoral. Donc c'est des familles migrantes qui ont décidé de se mettre à l'abri durant cet hiver. Donc on a un centre d'hébergement d'urgence à Morbec, où on intervient le vendredi, le samedi et le dimanche pour leur proposer des activités psychosociales. Et donc, on va organiser les fêtes de fin d'année qui approchent grandement. Donc, si vous êtes intéressé pour nous aider et être bénévole le vendredi, le samedi et le dimanche aux côtés de nos bénévoles, c'est tout à fait possible. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent m'écrire un mail, je pense que vous l'avez. Vous pourrez le retransmettre, ou sinon à recrutement.lille@croix-du-6 sur votre clavier rouge.fr. Je le mettrai dans la discussion si vous en avez besoin. Très bien, merci beaucoup. Il y a aussi une double question pour vous, Marine, concernant Singa. C'est un petit peu un témoignage d'abord d'une personne qui nous dit qu'elle a adoré donner des cours aux primo-arrivants avec Singa, et qui aimerait savoir comment elle pourrait faire pour continuer en décembre malgré le confinement. Et deuxième côté de la question, c'est combien vous accompagnez de réfugiés à Lille? Ok, trop chouette. Je ne savais pas que quelqu'un dans cette conversation avait déjà été prof pour Singa. Eh ben, écoutez, bienvenue. Revenez avec plaisir. Pour rien vous cacher, c'est un peu compliqué la situation Covid qui fait que pour l'instant, on a du mal. Enfin, en fait, tous les locaux sont fermés. Et on donnait des cours de langue avec la MDA, mais pour l'instant, la MDA est fermée, reste fermée en décembre. Par contre, on peut tout à fait penser à faire du soutien en visio si ça vous intéresse. Donc, je vais vous laisser mon adresse mail aussi, n'hésitez pas à me contacter, c'est complètement possible. On lance pas mal d'activités en visio avec Singa. On a pu un peu s'adapter, je peux vous présenter aussi le dispositif Allo Mondo. L'idée, c'est de connecter des citoyens locaux et des citoyens nouveaux arrivants. Et en fait, on vous envoie un petit questionnaire qui regarde quels sont vos centres d'intérêt, si c'est le sport, la culture, quelle langue vous parlez, etc. Et en fonction de vos centres d'intérêt, on vous match. Et ce matching permet ensuite de s'appeler de manière régulière. Donc l'idée, c'est vraiment vous êtes maître de l'activité que vous voulez faire. Soit c'est juste des petits appels de temps en temps pour garder un peu le lien. Ça permet de rompre un peu l'isolement qui est des fois dur à vivre pendant le confinement. Ou alors, vous pouvez aussi décider de faire des activités qui sont, on va dire, Covid-friendly. Vous pouvez faire une petite balade à la citadelle, ou vous pouvez décider de vous prendre un café quand on sera tous déconfinés. Donc ça, c'est complètement possible. Et on est en train d'ailleurs de mettre en place des projets de cours d'anglais et cours d'arabe en ligne. Donc si vous êtes intéressé pour donner des cours de français, c'est complètement possible. Je vais vous laisser mon mail pour qu'on puisse en discuter après. Et la deuxième question, c'était combien de personnes réfugiées on accompagne? Alors, excellente question. En fait, à Singa, on ne demande jamais la carte d'identité des personnes quand elles viennent. Donc, je serais complètement incapable de vous répondre parce que je ne pourrais pas vous dire parmi les nouveaux arrivants combien sont statutairement réfugiés et combien sont tout simplement demandeurs d'asile ou viennent d'arriver à Lille. Donc, ce serait très difficile, mais pour vous dire, les nouveaux arrivants qu'on accompagne en général, il y en a beaucoup dans la région, donc je dirais que moi, j'ai déjà vu passer entre 100 et 200 personnes depuis que je travaille à Singa. Impossible de vous dire combien sont réfugiés dans ce lot-là, mais voilà. Très bien, merci beaucoup. Vous avez parlé justement de Covid tout à l'heure, qui est quand même un enjeu assez fort. Et justement, pour ça, je vais passer la main à Amélie, qui va prendre la suite de l'animation et qui va aborder ces sujets avec vous. Et du coup, d'abord, merci à tous les trois pour cette belle présentation. Voilà, du coup, maintenant, on va aborder plus le Covid dont vous avez un peu tous parlé. Du coup, voilà, une grosse crise actuelle. Et donc, voilà, on voulait savoir comment cette crise a impacté vos associations et comment vous arrivez finalement à gérer la situation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Thomas Château. Ouais, ce que je n'ai pas précisé, donc ça, c'est les chiffres de l'ONU. Et encore, c'est un chiffre qui commence à dater parce qu'il date de mi-octobre. Il y a déjà 150 millions de nouveaux pauvres dans le monde avec le Covid. Nous, toutes les actions qu'on réalise et tout, en fait, on a reculé depuis le début du Covid. Ça, il faut en être complètement conscient.
Après, le seul moyen d'exister aujourd'hui, c'est la communication. Vous vous doutez bien, ce qu'on est en train de faire là. On a pas mal, nous, on ne l'a pas fait faute de temps, mais on a aussi pas mal de comités en France qui ont fait du soutien scolaire à distance aussi. On a fourni des tablettes, etc. Nous, le seul moyen d'exister, c'est de faire parler de nous, ce que je vous disais. Hein, nous, c'est 100 000 euros en direct et 3 millions d'euros à Paris, parce qu'il faut se montrer, il faut faire parler de nous, il faut donner envie. C'est des parrains. Donc là, on va avoir une grosse campagne de communication en fin d'année, au moment des fêtes, où d'ailleurs nos parrains vont communiquer sur leurs réseaux sociaux, Instagram, etc., pour faire un appel aux dons. Mais après, clairement, nos actions ont été quasiment à l'arrêt, quoi. Nous, en général, novembre, c'est le gros mois des ventes. Hein. Puis novembre-décembre, on fait des marchés de Noël, on fait des galeries marchandes, on vend des objets solidaires UNICEF. Bon, ben, cette année, on s'est rabattu, on a fait quelques comités d'entreprise, on a fait des choses comme ça, on cherche des solutions. Là, la bonne nouvelle, c'est que les actions dans les écoles, moi, ça repart dès la semaine prochaine. On réouvre les écoles, parce que là, on avait carrément interdiction d'aller dans les écoles, quoi. Donc, c'était compliqué. Mais bizarrement, en faisant moins d'actions, ce que je vous disais, c'est qu'on a récolté plus d'argent. Donc, c'est le paradoxe de cette année 2020, c'est que c'est une année où on aura fait moins d'actions, une année où on aura récolté plus d'argent que les autres années. Voilà. Donc, il y a quand même du positif. Oui, mais il y a toujours du positif, il faut toujours être positif. Puis après, on est en France, on se plaint, mais quand je vois ce qui se passe ailleurs, c'est... Tout à l'heure, je vous parlais de mon ami Sangaré, enfant soldat et tout, mais depuis, ça fait 3 ans et demi qu'il arrive à l'UNICEF en même temps que moi, mais quand j'ai envie de me plaindre, je me dis, mais Thomas, tais-toi, quoi. On est des nantis en France, alors. Évidemment, Sophie ou Marine vont dire qu'évidemment, il y a aussi des malheureux en France, mais dans la globalité, on a quand même beaucoup moins de malheureux que dans beaucoup de pays, quoi. D'accord. Merci Thomas. Du coup, on va passer peut-être à Sophie. Vous avez déjà bien développé sur l'aspect de la crise. Désolée, j'ai spoilé. Vous avez des choses à rajouter? Non, bah enfin voilà, il y a du positif comme du négatif. Nous, le négatif, on va plus le trouver dans le nombre de bénéficiaires. Enfin voilà, le nombre de demandes d'aide alimentaire que je reçois au quotidien, c'est de pire en pire. C'est des gens qui n'avaient pas besoin de la Croix-Rouge avant mars et depuis mars, ils ont besoin de la Croix-Rouge. Donc, il y a aussi pouvoir gérer cette détresse psychologique qui frappe ces personnes qui avant avaient un travail et finalement maintenant sont obligés d'attendre le colis alimentaire mensuel de la Croix-Rouge pour pouvoir se nourrir. Donc oui, c'est négatif pour nous d'avoir de plus en plus de personnes qui ont besoin d'aide de la Croix-Rouge parce qu'ils ont subi cette crise difficilement. Et puis l'autre point négatif aussi, c'est que les sources financières de la Croix-Rouge ne sont plus. C'est-à-dire que nos postes de secours sont payants et on n'a pas pu en faire parce que les postes de secours sont durant les manifestations, donc tout ce qui est concerts, etc., ont été annulés avec le Covid. Donc, notre point financier en apathie parce que on ne peut plus faire payer certains de nos services comme le secourisme ou les initiations dans les écoles. Donc, on essaie de trouver des solutions pour essayer d'équilibrer cette perte financière. Heureusement, on a des personnes qui sont très généreuses avec nous et puis on a des associations avec qui on se serre les coudes, donc on essaie de s'en sortir. Après, les points positifs, c'est de nouvelles actions, de nouveaux bénévoles, aussi de l'espoir parce que ça fait chaud au cœur quand même de voir autant de personnes qui veulent aider. Au mois de mars, la boîte mail recrutement était pleine. On a atteint les 300 demandes de bénévolat parce que tout le monde voulait nous aider. Donc, ça fait quand même chaud au cœur et ça donne espoir quand même, un joli espoir, comme quoi tout n'est pas perdu. Donc, voilà, il y a du positif comme du négatif et je pense qu'on s'en sortira tous plus grands de cette crise sanitaire. Merci Sophie. Et du coup, Marine, est-ce que vous avez des choses à rajouter aussi sur votre association? Ouais, je peux vous rajouter une petite ligne. C'est vrai que on ne peut pas vraiment parler de positif pour une crise d'une telle ampleur, mais je rejoins un petit peu mes
mais qu'on parte en disant qu'en fait, à Singa, on a été assez agréablement surpris aussi de la manière dont les gens ont géré la crise et ont tout de suite su rebondir. On a été hyper impressionnés par la capacité de rebond et de résilience de beaucoup de personnes qu'on accompagne. Déjà, en termes de nouveaux arrivants, c'était presque drôle parce que nous, les Français, au tout début du confinement, les premiers jours, voire les premières semaines, on était complètement perdus. Et nous, on avait beaucoup de témoignages à Singa de personnes qui nous disaient « Non, mais vous êtes mignons les Frenchies, mais bon, les confinements, nous, on a vécu des sièges qui ont duré plusieurs mois à Damas ou dans la Ghouta orientale, on connaît, quoi. Et franchement, là, ce petit confinement-là, on va s'en sortir, quoi. Vous avez le droit de sortir 1 heure par jour au parc, arrêtez de vous plaindre et ça va aller, quoi. Faites agir la solidarité et ça va le faire. » Et du coup, on a eu pas mal de belles initiatives comme ça, de gens qui enfourchaient leur vélo pour aller livrer des repas, par exemple, à des personnes âgées qui avaient plus de mal. On a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites pour faire du soutien téléphonique aussi. Ça, c'était très chouette. Parce qu'ils nous disaient, en fait, le truc le plus dur quand tu vis en confinement ou en situation de siège, parce qu'ils avaient cette expérience-là dans leur pays d'origine, ils disaient, ce qui est difficile, c'est vraiment de n'avoir aucun contact social. Si tu vis tout seul, c'est hyper dur et tu peux du coup très vite déprimer, etc. Donc, très important de continuer à appeler tes proches. Et ils proposaient de nous faire des traductions aussi, par exemple, quand on voulait appeler des proches dans d'autres langues, en arabe, etc. Donc ça, c'est un mouvement qui est né assez spontanément à Singa, et voilà, pareil, très chouette, qui donne beaucoup d'espoir aussi. Et côté nouveaux arrivants, on a aussi perçu cette dynamique, côté citoyens locaux, on a aussi perçu cette dynamique-là. C'était très chouette, on s'est fait appeler par pas mal de personnes qui nous disaient, en fait, moi d'habitude, je suis salariée dans une grosse entreprise, je fais des journées de 12 heures, en termes d'impact social, j'ai jamais le temps de m'engager dans des choses alors que je le souhaiterais. Voilà, maintenant mon entreprise est au ralenti, toute la productivité est au ralenti, je suis en chômage partiel, j'ai enfin du temps. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'engager pour vous aider? La question d'aller à la rencontre de personnes réfugiées, ça fait longtemps que je me la pose. C'est des gens que je n'arrive pas à rencontrer dans mon cercle social habituel. Du coup, comment est-ce que je peux faire pour tout simplement rencontrer ces personnes-là? Et là, du coup, on les a greffés sur Allo Mondo. Et au début, ça part de simples petits contacts téléphoniques, mais ça peut donner lieu à des très belles amitiés. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu quand même des belles dynamiques pendant cette pandémie. En effet, ça donne un peu une bonne respiration et une bonne capacité d'inspiration, quoi. C'est sûr que le confinement donne du temps quand même, enfin, pour certains. C'est sûr, ouais, c'est précieux, c'est hyper précieux. On a une question d'ailleurs sur Singa. Est-ce qu'on a besoin de prérequis pour s'engager dans l'association? Alors, aucun prérequis. Honnêtement, à Singa, vraiment, tout le monde est le bienvenu. On essaye de démocratiser un petit peu aussi l'engagement. Enfin, honnêtement, comme le disait Thomas pour l'UNICEF, on s'adapte vraiment aux personnalités des gens, on s'adapte à la disponibilité des gens. Des fois, j'ai des personnes qui m'appellent en me disant « Je suis hyper motivée par Singa, vraiment. Par contre, j'ai que 1 heure par mois. Est-ce que je peux faire quelque chose ou est-ce que ça ne vous intéresse pas ?» Mais bien sûr que ça nous intéresse. 1 heure, c'est déjà hyper précieux et on peut faire plein de choses. Et en termes de prérequis, pareil, j'ai souvent beaucoup de personnes qui me disent moi, j'aimerais donner des cours de français parce qu'en fait, c'est la chose la plus utile, mais je ne suis pas prof. Et des fois, c'est un petit peu la seule chose qu'on se sent en capacité d'apporter. Alors, en fait, on peut apporter plein d'autres choses, mais ça, on s'en rend compte petit à petit après. Et en fait, tout simplement, on ne va pas vous demander un diplôme de professeur ou un diplôme social particulièrement développé. Vraiment, venez comme vous êtes et on fera en sorte de trouver des activités très chouettes pour tout le monde. Super. On a une autre question assez générale qui concerne, du coup, puisque la précarité augmente avec le Covid, comment faites-vous finalement pour gérer et essayer d'aider au mieux? Donc voilà, on va peut-être commencer par Thomas. Comment répondre? Alors, ouais, moi, ça va être compliqué de répondre parce qu'on n'intervient pas ou quasiment pas en France. Après, c'est ce que je vous disais, un appel aux dons plus massif et pour pouvoir intervenir un maximum partout où on peut. Je ne l'ai pas dit, mais enfin, je pense que vous le savez tous. UNICEF dépend de l'ONU, donc des casques bleus. Donc, en fait, partout où on intervient, il y a d'abord une négociation de l'ONU avec les différents gouvernements. Ce que j'ai envie de dire aussi, et ce que je ne sais pas si Marine et Sophie vont partager, mais je pense qu'on a aussi à gagner dans cette période à échanger plus entre différentes associations. Là, par exemple, je parlais tout à l'heure, je me suis rapproché de l'Auberge des migrants et j'ai trouvé des personnes absolument géniales. Et finalement, enfin, on est dans le même domaine, on fait plein de choses en commun et je pense qu'on aurait
Enfin, c'est un avis perso. Je pense que c'est un peu nouveau même pour nous, l'UNICEF, mais je pense qu'on aurait intérêt à travailler tous ensemble. Et pour Sophie, pour info, là, j'ai parlé de ma grand-mère. Mon autre grand-mère était présidente de la Croix-Rouge du Pas-de-Calais pendant 35 ans. Donc, je connais bien la Croix-Rouge. Voilà. Je laisse la parole aux autres. Ouais, on va peut-être avancer avec Sophie, du coup. Oui, alors effectivement, je rejoins Thomas. En fait, le tissu associatif, notamment à Lille, est conséquent. La Croix-Rouge de Lille, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on travaille avec les associations du quartier. Donc, nous, on est à Lille-Moulin. Donc, on travaille avec toutes les associations du quartier de Lille-Moulin. Mais on travaille aussi avec d'autres associations. D'ailleurs, je rencontrerai Marine dans quelques jours avec plaisir pour voir si on peut l'aider sur certains projets. Donc, en fait, c'est ça. Toute association est puissante, mais toute association est beaucoup plus puissante quand elle arrive à travailler avec les autres. L'objectif, en fait, c'est de continuer à construire des rouages et qu'au final, il y a un gros travail de groupe pour que tout le monde puisse répondre au moins à une problématique. On le fait dans notre aide alimentaire, par exemple. Une personne qui bénéficie de l'aide alimentaire Croix-Rouge a déjà été orientée par une assistante sociale où elle a fait un diagnostic, elle nous l'envoie à la Croix-Rouge. Nous, durant un entretien avec le bénéficiaire, on se rend compte qu'en fait, il a un autre besoin. Si on n'arrive pas à y répondre, on va le mettre en contact avec une association partenaire de notre unité locale et donc la personne va avoir un maximum de réponses et un maximum de suivi. Donc oui, effectivement, c'est de pouvoir travailler avec toutes les autres associations, de pouvoir travailler avec tous les autres partenaires, même s'ils ne sont pas associatifs. L'objectif, c'est vraiment de comprendre qu'ensemble, on est plus fort et ensemble, on va plus loin. Donc, c'est vraiment ça l'objectif pour pouvoir répondre le plus aux précarités et aux souffrances. Donc, voilà. Merci, Sophie. Du coup, Marine, est-ce que vous aussi, vous avez ressenti vraiment cette précarité qui a augmenté? Enfin, voilà, comment vous avez, du coup, géré Nous, on l'a ressenti un peu. On travaille en partenariat avec la Sauvegarde du Nord, qui est une grosse organisation sur le territoire aussi, qui gère des CADA. CADA, ça veut dire Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et on a été pas mal sollicité par les CADA parce que là, pour le coup, les personnes étaient en assez grosse précarité. Ouais. En CADA, ça veut dire que vous êtes demandeur d'asile, vous attendez en général d'avoir la réponse pour votre statut. Et du coup, vous avez une vie un peu communautaire parce que vous êtes 20, 30, 40 selon la place qu'il y a en CADA. Et en fait, en temps de confinement, c'était hyper compliqué pour eux parce que les chambres étaient obligatoirement fermées. C'était des chambres, des petits espaces, quoi, on va dire 10 mètres carrés. Souvent, c'était 2 personnes à l'intérieur. Il y avait des mauvaises connexions Internet, des mauvaises connexions téléphoniques. Et en fait, ces personnes-là qui vivent dedans ont généralement beaucoup de contacts avec leurs travailleurs sociaux, etc. Et là, même les travailleurs sociaux n'avaient pas le droit d'aller les voir pour leur parler. Donc, c'était vraiment, en fait, juste on dépose un plateau repas devant la porte et on s'en va, quoi. Donc là, ouais, on a eu pas mal de demandes de ce partenaire-là qui nous disait notre public, pour le coup, est hyper précarisé par la crise Covid. Est-ce qu'on peut faire des choses pour eux? Et c'est là, du coup, en fait, c'est en partant de ce diagnostic-là qu'on a monté Allo Mondo, en se disant, OK, ben, ça sera particulièrement utile pour les personnes en CADA qui n'ont vraiment aucun contact avec personne. Et en fait, du coup, je pense que la précarité est aussi source d'inspiration et de motivation, quoi. On part d'un constat, d'un problème de base et on se dit comment on peut faire pour le solutionner, pour continuer de proposer des choses. On a pas mal aussi de parents qui nous ont sollicités en nous disant c'est compliqué avec l'école à la maison, on n'a pas beaucoup d'internet, on n'a pas d'ordi, les enfants ont du mal à suivre. Et du coup, on a un peu fait des appels à bénévoles pour voir s'il y avait des profs qui étaient intéressés pour donner un petit peu de leur temps pour faire du soutien, ou s'il y avait des personnes qui tout simplement avaient un peu de matos informatique en rab à pouvoir prêter. Et du coup, ça s'est mis en place aussi. Donc, ouais, on a vu un peu de précarité parmi nos participants, mais on va dire qu'on a à chaque fois réussi à inverser un petit peu la donne grâce à la solidarité de chacun. Donc plutôt chouette. Merci, Marine. Il y a une question qui est revenue souvent, qui est assez intéressante, sur en fait, ce paradoxe dont vous avez parlé tous les trois, du fait qu'on ait moins d'actions, mais qu'on ait plus de sous qui ont été récoltés. Comment vous pourriez l'expliquer, Thomas, par exemple? Je pense que les Français se sont sentis touchés par cette crise.
Je pense que oui, je pense que certains l'ont dit. Je pense que d'abord, il y a des gens qui sont retrouvés au chômage partiel qui ont eu du temps libre. Alors là, c'était de l'investissement, pas en argent, mais en temps. Après, peut-être que les Français sont plus, enfin moi, la seule explication que j'ai, c'est que je pense que les Français sont plus sensibles en cas de crise et se sentent plus concernés. Ils regardent un peu autour d'eux. Donc finalement, malheureusement, ce sera un des effets bénéfices de ce Covid, c'est que les Français ont certainement regardé plus autour d'eux, quoi. D'accord, c'est une bonne réponse. Voilà. Je ne sais pas si elle est exacte, mais c'est la mienne, quoi. Enfin, c'est mon analyse, toujours. Et du coup, Sophie, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi, je parle juste d'un point de vue Croix-Rouge, c'est qu'on a bénéficié de beaucoup de communication, donc on a beaucoup été visible sur TF1, France 2, enfin les grandes chaînes, quoi. Donc les gens ont pu vraiment voir nos actions et voir nos actions au quotidien. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de communication qui a joué. Et peut-être aussi le fait que les gens étant confinés n'avaient plus autant de personnes qui demandaient de l'argent. C'est-à-dire qu'on avait moins d'arrêts dans la rue pour être aidés, pour demander de l'argent par les autres associations. Et puis, oui, étant confinés, on va moins dans les magasins, donc il y avait moins de collecte alimentaire, etc. Donc, peut-être que quand on a été déconfinés, les premières collectes et les premiers dons d'argent ont été plus généreux parce que durant plusieurs mois, les gens ont moins donné. Donc, je pense que oui, il y a eu ce ratio où on a moins donné. Donc, quand on est déconfiné, on peut donner plus. Et puis aussi, cette communication qui a été faite durant ces mois-là. Et puis, c'est vrai que là, ça a touché tout le monde. On ne peut pas dire que personne n'a été affecté par ce confinement et par la crise du Covid. Donc forcément, quand ça nous touche de plus près, on est plus prêt à être généreux. Donc je pense que toutes ces raisons ont fait que les gens ont accepté de donner soit de leur temps, donc des moyens humains, ou soit des moyens financiers. Juste pour rajouter, je pense que on a tous moins dépensé aussi en étant confinés, hein. À part la nourriture, on ne dépensait pas d'argent. Donc l'élan de générosité vient peut-être là aussi, quoi. Et du coup, Marine, est-ce que vous l'avez ressenti aussi Alors à Singa, on ne l'a pas ressenti parce qu'en fait, l'équation moins d'actions, plus de dons, ça ne marche pas chez nous parce qu'on ne fait pas de demande de dons financiers. On récupère pas de valeur monétaire à Singa. On recherche des bénévoles à chaque fois, mais pas d'argent. Mais par contre, c'est vrai qu'on a clairement noté une hausse de l'engagement et ça, c'était hyper chouette. Et en effet, du coup, comme l'ont dit Sophie et Thomas, je pense que c'était dû à plusieurs critères. D'abord, la dimension temps. Vraiment, on a le temps de s'engager. Et je pense aussi qu'en fait, cette crise, elle a aussi un peu... comment dire, peut-être qu'elle est un peu allée dans les... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de se dire, OK, ben en fait, on est face à une pandémie, quel est un petit peu le sens de ce que moi je fais aujourd'hui, quelle est mon utilité sociale au quotidien, qu'est-ce que j'apporte en fait à la société. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont un peu posé ces questionnements plus personnels et je pense que suite à des fois ce sentiment d'être un peu démuni, de ne pas pouvoir aider, il y avait toutes ces vagues de solidarité envers le corps soignant, mais en fait, quand on n'était pas soignant, mais qu'on voulait quand même faire des belles actions et proposer des belles choses, bah, il restait pas tant de choses à faire que ça. Et je pense que naturellement, toutes ces personnes-là, qui étaient un peu en recherche de sens, se sont déportées sur les associations en leur demandant comment est-ce qu'elles pouvaient être utiles, quoi. Donc, ouais, clairement, le contexte pandémique permet d'aider un peu à mobiliser l'engagement citoyen. Et ça, c'est très bien. C'est sûr. Et du coup, on a une dernière question avant de passer au thème suivant. Donc, par rapport à cet engagement, et vous, Thomas, vous en avez parlé un peu, y a-t-il beaucoup de personnes en chômage partiel qui sont venues pendant ces confinements? Sophie, par exemple. Donc, ils sont venus en tant que bénéficiaires ou bénévoles? En tant que... Les deux. Les deux. En tant que bénéficiaire, bah oui, on a eu une augmentation des bénéficiaires dus au chômage, etc. Sinon, oui, on a eu des gens qui étaient en chômage partiel, pareil, durant le confinement et qui sont venus nous donner un coup de main. Certains sont restés et sont devenus bénévoles adhérents. D'autres ont repris le chemin de l'école ou du travail, donc ils sont restés quelques mois avec nous. Ils savent que la porte reste ouverte et donc dans ce cas-là, ils sont bénévoles ponctuels et ils reçoivent tous les mois une petite newsletter d'unité locale pour leur donner des nouvelles et leur dire que dès qu'ils peuvent, on les accueille avec plaisir.
D'accord. Merci Sophie. Thomas, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose du coup sur... Non, je laisse la parole aux autres. J'ai beaucoup parlé. Et Marine, est-ce que vous aussi, vous avez ressenti du coup cette augmentation de personnes en chômage partiel qui sont venues vous voir pour aider? Oui, clairement. Nous, on a mobilisé beaucoup de personnes qui, justement, étaient en chômage partiel et nous disaient, j'ai enfin le temps de m'engager dans une association. C'est un truc que je rêve de faire depuis des années, mais mon boulot est trop chronophage. Donc, voilà, je profite de ces demi-journées que j'ai ou de ces quelques heures que j'ai pour faire des actions. Beaucoup, beaucoup, c'est vrai. D'accord. Bon, bah, merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir donné vos points de vue, du coup, sur cette crise qui, finalement, a quand même beaucoup de points positifs. Je vais laisser la parole maintenant à Paul-Alexis qui va introduire le deuxième thème, du coup. Oui, alors le deuxième thème, on l'a déjà beaucoup évoqué. C'est un peu aussi le thème central de cette conférence. C'est nous, en tant qu'étudiants, comment est-ce qu'on peut s'engager chez vous? Évidemment, il peut y avoir donc chez notamment UNICEF et la Croix-Rouge les dons financiers, mais après, en tant qu'étudiant, il n'y a pas forcément les étudiants n'ont pas forcément des moyens colossaux à mettre dans les associations et seront plus enclins à aider sur le terrain où je sais que l'UNICEF vous recrutez donc potentiellement ça peut être des ambassadeurs, ça peut être des VIE, ça peut être pas mal de choses. Et je sais que la Croix-Rouge aussi, il y a beaucoup de volontaires. Il y a eu une hausse de cet engagement aussi chez Singa ces derniers temps. Comment est-ce que nous, en tant qu'étudiants, on pourrait s'engager chez vous concrètement? Thomas, je vous laisse commencer si vous le souhaitez. Venez nous voir. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'engagement de chacun, il est complètement personnel, il est complètement volontaire, il est en fonction de ses envies, de ses possibilités. Après, je vais être dur, mais j'ai envie de dire quand on veut, on peut, quoi. Moi, j'ai un boulot très prenant, j'ai une famille, mais j'arrive à m'occuper de l'UNICEF à côté. Enfin, je ne suis pas un dieu, attention, hein, je ne veux pas dire ça, mais quand on veut, on peut, quoi. Après, aujourd'hui, moi, j'ai formé beaucoup de jeunes pour aller faire des actions éducatives dans les écoles, donc des étudiants comme vous, et rien de mieux que des jeunes pour aller parler aux jeunes. Je ne vais pas dire que je suis un vieux con, mais je trouve que c'est extraordinaire. Moi, je trouve que ces jeunes que j'ai formés qui vont parler aux enfants, des droits des enfants, etc., c'est magique, c'est magique. Et on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et je trouve que c'est un échange avec les enfants qui est absolument extraordinaire. Et puis, ça leur permet aussi une ouverture d'esprit incroyable. Et puis après, on a des missions de vente, à l'UNICEF, on a des villes amies des enfants. Alors par exemple, là, vous êtes à Lille, Lille est une ville amie des enfants, comme certaines autres villes du Nord et du Pas-de-Calais. On a des entreprises amies des enfants, donc certains s'occupent des villes amies des enfants, certains s'occupent des entreprises amies des enfants. Alors pour être entreprise amie des enfants, je vous rassure, c'est pas n'importe quelle entreprise. Il faut que ce soit dans l'éthique UNICEF, évidemment. Non, il y a plein. Après, on a plein des étudiants qui vont monter une color run, qui peuvent monter. Enfin, on a eu un bal du lycée au profit de l'UNICEF. Enfin, tout est possible. Une pièce de théâtre au profit de l'UNICEF. Enfin, il y a plein de 50 000 projets. L'idée, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est de faire parler de l'UNICEF. C'est clair. Plus on parle de l'UNICEF, plus on va dans les écoles, plus on parle de nous, plus il y a de dons à Paris. Donc... Alors, on maîtrise absolument pas. Des fois, moi, j'ai des bénévoles sans décourager qui vont faire un stand de vente, qui vont faire 30 € de chiffre d'affaires sur la journée. Mais ce qu'on maîtrise pas, c'est le soir, les gens, ce qu'ils donnent. Mais de toute façon, les départements où on n'a pas de bénévoles, on a très peu de dons. Donc, on a besoin de faire parler de nous. Alors, juste pour votre info et Culture G, il y a une enquête qui a été faite sur les associations les plus connues en France. En 1, c'est les Restos du Cœur. En 2, c'est la Croix-Rouge. Et en 3, l'UNICEF. Voilà le hit parade des assos en France. D'accord, ouais, c'est ce bientôt en cas de Singa, on espère. Si on peut dire. Très bien. Merci Thomas pour ces précisions. Maintenant, je ne sais pas si Marie ou Sophie, vous souhaitez aussi aborder ce sujet. Donc, Marine, par exemple, c'est un peu différent puisque c'est vraiment vous recherchez vraiment des bénévoles et vous n'avez pas les dons financiers dans votre modèle. Comment un étudiant typique qui ne sait pas trop comment il peut aider, il peut venir faire des actions Écoutez, nous, du coup, on recherche des bénévoles et voilà, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, vous êtes vraiment les bienvenus, surtout en tant qu'étudiant, parce qu'on accompagne beaucoup de nouveaux arrivants assez jeunes
qui ont à peu près votre âge, je pense, entre 18 et 30 ans, et qui nous disent, bah, nous, on aimerait vraiment pouvoir tout simplement se faire des amis, quoi, rencontrer des gens, partager une activité ensemble. Et du coup, on organise énormément de choses. On a des activités de théâtre, on a des activités de langue, des activités de calligraphie, on a des activités sportives. Si vous êtes plutôt branché sport, on fait du yoga, on fait du running, on fait des sports co. On a des activités culturelles, on va au musée ensemble. Enfin, honnêtement, c'est très, très riche. Et on recrute également ce qu'on appelle des makers. Donc, en fait, vous pouvez devenir makers si vous le souhaitez. Un maker, c'est une personne qui se sent en capacité de porter un atelier. Mais alors, sans aucune pression, vous pouvez tout simplement venir nous voir une première fois dans notre bureau et nous dire, moi par exemple, je suis passionnée de cuisine, j'adorerais monter une activité cuisine, est-ce que je peux venir pour en parler? Et en fait, nous, on s'occupe de vous trouver les locaux, le matériel, tout ce dont vous avez besoin, vous ne dépensez pas un centime, vous nous donnez simplement de votre temps, et on s'occupe de fédérer aussi tout le groupe de personnes qui participera à votre activité. Et voilà, et vous devenez makers chez Singa, du coup. L'avantage du maker, c'est que vous bénéficierez de tout un accompagnement par l'équipe de Singa qui vous proposera une formation adaptée aussi. Donc, ça peut être aussi hyper intéressant pour vous parce que ça permet une montée en compétences qui est chouette quand on est étudiant. Ça permet de gagner aussi en aisance orale. Ça permet de rencontrer plein de gens passionnants, de découvrir plein de nouvelles choses interculturelles qu'on n'aurait pas forcément découvert. Donc, voilà, vous pouvez complètement vous engager en tant que makers ou en tant que participant dans nos activités. Ou vous pouvez aussi tout simplement vous connecter sur Allomondo si vous avez envie d'avoir un buddy nouvel arrivant. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de choses possibles. Si jamais vous êtes intéressé par les actions de Singa, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai laissé nos adresses mail et comme ça, on pourra aussi s'appeler un peu plus longuement au téléphone pour que je vous présente un petit peu plus comment faire. Mais en tout cas, merci pour votre engagement parce que comme le soulignait Thomas, je pense que vous êtes une génération hyper engagée et qui s'offusque quand il y a des situations intolérables et vraiment votre engagement fait du bien et je pense que c'est ça qui permettra un peu de sauver le monde de demain, voire d'aujourd'hui. Donc merci. On avait bien besoin. En tout cas, merci pour cette intervention. Il y en a vraiment, de ce que j'ai compris, pour tous les goûts, si on veut s'engager à la Singa. Donc, merci beaucoup. Vous, Sophie, vous parliez tout à l'heure justement que vous aviez reçu énormément plus de demandes d'engagement malgré une baisse forcément des actions qui ne peuvent pas être effectuées pour les causes sanitaires qu'on connaît. Vous expliquiez qu'il y avait justement beaucoup de personnes qui souhaitaient maintenant s'engager. Comment nous, en tant qu'étudiants, on peut avoir un rôle à la Croix-Rouge pour s'engager et se sentir utile? Alors, il y a trois possibilités. La première, c'est effectivement, on va rechercher des stagiaires. Alors, c'est des stagiaires malheureusement non rémunérés. Désolée, je sais que c'est difficile. Donc, c'est des stages pour des domaines bien particuliers. Par exemple, ça peut enfin, vous pouvez nous aider si vous avez des compétences particulières. En administratif, là, par exemple, pour le mois de janvier, on a deux stagiaires qui vont nous aider pour le bilan de fin d'année. On a des stagiaires dans la communication qui nous aident un peu à organiser un événement phare si on en organise un, etc. On a le service civique aussi, chose qui est un peu méconnue. Donc, n'oubliez pas, à la fin de vos études, si vous voulez faire un service civique, beaucoup d'associations le proposent. C'est vraiment un moyen pendant plusieurs mois d'être jeune, d'être engagé, d'avoir une rémunération pour votre service civique et puis aussi de gagner en compétences et en talent. Et donc, la Croix-Rouge vous accompagne tout au long de ce service civique dans sa structure. Et puis, la troisième possibilité, c'est de devenir bénévole et donc d'être rattaché à la Croix-Rouge. Ou alors, je sais très bien que quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup de temps à donner. Et ben même si c'est quelques heures, vous pouvez devenir bénévole ponctuel. Donc, on a une parmi vous qui a fait l'expérience. Donc, c'est Flore qui a fait l'expérience ce week-end, qui est venue nous aider sur notre centre d'hébergement d'urgence à Morbec. Et ben, elle est bénévole ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle est venue nous aider ponctuellement sur une mission. Si vous voulez devenir bénévole ponctuel, et ben, il suffit juste de nous écrire à recrutement.lille. Je vous ai donné l'adresse dans l'outil Converser. Et en fait, on se chargera de vous adresser
lancer en fait une newsletter. Parfois, on envoie des petits SOS. On a besoin de beaucoup de personnes pour participer à la collecte alimentaire, pour participer à un centre d'hébergement. Et donc, voilà, vous recevez un petit SOS. Si vous êtes dispo, vous vous engagez. Si vous n'êtes pas dispo, c'est pas grave, c'est pour la prochaine. Donc voilà, je rejoins mes collègues sur le fait que l'engagement jeune, c'est ultra important. Ça vous apprend énormément sur vous, sur l'autre aussi, de pouvoir travailler en groupe, de pouvoir travailler avec diverses personnes, diverses précarités. Moi, j'ai commencé dans l'associatif juste grâce à un service civique et finalement, j'en suis là 2 ans plus tard. Et c'est un peu quelque chose qu'on oublie, c'est le pouvoir de la jeunesse aussi. Donc, je pense que c'est le moment pour vous de bien vous engager et de découvrir beaucoup de choses. Qu'importe l'association choisie, bien évidemment. Super. Donc, comme quoi, on a une volontaire pour la Croix-Rouge et aussi, je crois qu'il y a une ambassadrice pour l'UNICEF ici. Donc, comme quoi, on a des gens engagés. Ça fait plaisir parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces interventions sur l'engagement. Je crois que de toute façon, vous avez laissé, j'ai vu des messages passer, vous avez laissé les contacts. Si aussi il y a des étudiants qui sont intéressés pour vous contacter, pour peut-être intervenir à leur échelle. Je crois que vous avez laissé des contacts et des moyens de le faire dans le chat. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à prendre ça en note bien précieusement et à les contacter. Je pense que toutes les associations en ce moment ont toujours besoin d'aide et ce n'est jamais de trop. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vais repasser la parole à Amélie pour conclure cette conférence. Tu as déjà tout dit du coup. Mais voilà, il n'y a plus grand-chose à dire, mais je reviendrai juste sur le fait que voilà, faut pas hésiter à vous engager auprès de ces belles associations qui sont là pour vous, surtout que on a du temps en ce moment et je pense que voilà, tout le monde peut s'engager, tout le monde peut donner. Et donc voilà, je vous remercie à tous les trois d'avoir pris du temps pour nous. Euh, voilà, conférence très enrichissante. Et voilà. Et bonne soirée en tout cas à tous. Et merci au public pour votre attention. Merci.